On va enchaîner donc vers la présentation de Goban Vildan, qui est chef de clinique adjoint en pédopsychiatrie, de ce qu'on a compris, et Cairo Audrey, psychologue en néonatologie et pédiatrie à l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles, Belgique. Voilà, qui vont nous parler tous les deux de l'observation développementale du nouveau-né et l'accompagnement des parents à domicile entre prévention et soins. Merci. À vous la parole. J'espère que la connexion n'est pas trop mauvaise parce que j'ai l'impression que ça cale un peu sur ma vidéo, mais donc je vais c'est déjà le partage d'écran. Effectivement, donc Vildan Goban, je vais peut-être me présenter. On travaille effectivement tous les deux dans le domaine de la liaison périnatale. En tant que pédopsychiatre et ma collègue en tant que psychologue, et on intervient donc en la maternité, en néonatologie, et nous avons aussi une équipe spécialisée ici en Belgique qui s'appelle des équipes SOS Enfants qui sont spécialisées dans la maltraitance et la prise en charge des enfants maltraités et leurs familles, et nous intervenons surtout dans ce cadre aussi en prévention, en intervention précoce dès l'anténatal. Mais ici, notre propos se porte surtout sur le travail postnatal et l'accompagnement de ces familles plus vulnérables avec l'utilisation de l'outil Brazelton. Donc, je vais partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Et on a... Est-ce que... Comme ça va? Je vais mettre en diapo. Voilà. Est-ce que c'est bon? Parfait. Voilà. Donc effectivement, la période en période périnatale, effectivement, c'est une période tout à fait particulière où une rencontre se fait entre différents partenaires qui ont chacun leur bagage, leur histoire, l'histoire du bébé avec son histoire périnatale, de grossesse, d'accouchement, s'il est né prématuré, toutes ses capacités sensorielles et interactives, mais aussi du côté du parent, avec ses histoires personnelles, familiales, la représentation aussi de l'arrivée de ce bébé et la réaction aussi de leur environnement. Et tout ça se fait effectivement sur un fond socio-culturel et sociétal donné. Donc ça, c'est quand on est dans une situation tout à fait tout venant, qui est aussi une période très, très particulière. Et quand en plus de cela, s'ajoutent des vulnérabilités tant du côté du parent que du côté du bébé, eh bien, c'est à ce moment-là que la prévention, outre la prévention, c'est l'intervention qui doit être efficace dès l'anténatal. Et vous aviez parlé aussi de tout l'intérêt de ce travail en anténatal. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est dans une situation de vulnérabilité, souvent ces femmes-là, ils ont des suivis de grossesse insuffisants. Il y a des incidences accrues aussi au niveau des pathologies maternelles, avec un risque aussi pour le fœtus et un risque de prématurité. Et tout ça, effectivement, a un coût, autant humain mais aussi financier, un coût sur les soins de santé dont on ne parle pas suffisamment. Et tout ça va créer effectivement aussi des troubles de lien précoce après, avec des effets dramatiques qui se majorent aussi sur la santé de l'enfant, sur son développement. Alors, autour des vulnérables, je ne vais pas les détailler, mais en tout cas, les situations qu'on peut rencontrer régulièrement ici et dans toutes les maternités, effectivement, c'est quand on a des situations de pathologie psychiatrique parentale, des problèmes d'addiction, des vécus aussi traumatiques, des parents qui ont eux-mêmes vécu de la violence, de la maltraitance, des personnes en situation aussi qui sont irrégulières ou qui viennent issues de la migration ou qui ont dû fuir un conflit, effectivement. Les situations de déni, de grossesse adolescente aussi à tenir compte, et les contextes effectivement de précarité sociale et d'isolement. Et tous ces éléments-là vont augmenter effectivement les risques si on n'intervient pas en anténatal, en tout cas de comment déjà au niveau des premières lignes, des rencontres qui se font avec les soignants, c'est de pouvoir repérer ces signes-là rapidement pour qu'une alliance puisse se créer aussi avec ses parents. Du côté du bébé aussi, on retrouve effectivement des facteurs de risque avec les événements périnataux qui se sont passés, l'environnement dans lequel il naît, le contexte de prématurité, avec des hospitalisations néonatales prolongées ou des pathologies qui se
rajoute à cette hospitalisation-là peut faire aussi, en tout cas, émerger des difficultés au niveau relationnel. Donc, il y a tout ce travail d'abord en anténatal, effectivement, qui est un travail vraiment de dépistage, qui aussi permettent vraiment, parce que ces femmes-là sont souvent vivent quand même un sentiment de honte, de jugement par rapport à ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'elles fuient souvent les services ou les consultations. Elles les retrouvent souvent, par exemple, dans les urgences. Et donc, c'est comment recréer, oui, et se marginaliser. Donc, c'est comment recréer un petit peu du lien avec ces femmes-là. Comment on peut leur permettre de pouvoir quand même déposer leurs difficultés, de pouvoir les écouter attentivement, pour qu'ensuite, effectivement, s'installe cette alliance avec ses futurs parents et qu'on peut vraiment assurer une continuité des soins pour après, vraiment le postnatal. Donc, tout ça doit se travailler en anténatal. Et donc, dans le travail en postnatal, une fois que les choses sont vraiment bien installées et qu'on peut effectivement, les premières lignes peuvent nous orienter les situations, c'est donc en postnatal de poursuivre ce travail-là autour du bébé, autour du berceau, de voir un petit peu comment ce bébé se comporte, qu'est-ce qu'il nous montre, comment on peut faire connaissance avec ce bébé. Et ça amène souvent une autre démarche aussi auprès des parents. On n'est pas là en train de reprendre les difficultés des parents, mais simplement observer comment se comporte le bébé et aller à sa rencontre. Et l'outil qui nous a vraiment aidé autour de ça, c'est vraiment l'outil de Brazelton, donc ce pédiatre américain qui a conçu cette évaluation développementale des bébés avec vraiment dans toute cette mouvance qui était que le bébé lui-même est un acteur, un partenaire de la relation et qui va vraiment jouer un rôle dans cette relation-là. Et il a pu démontrer toutes les compétences en fait des bébés avec un outil qui est en anglais le NBAS, dont la première publication date de 1973. Et donc, ce NBAS va vraiment se baser sur les états d'éveil et de sommeil du bébé. Il va observer les réactions sensorielles et motrices au travers de différentes stimulations qu'on va proposer. Et ces compétences-là vont être variables d'un bébé à l'autre. Donc, ça va vraiment décrire les caractéristiques, le tempérament du bébé. Donc, il y a 28 items comportementaux et 18 items réflexes. Et donc, effectivement, le groupe cible qui avait été utilisé, c'est aussi notamment chez des bébés prématurés. Et donc, dans le cadre, effectivement, de notre pratique, c'est quelque chose qui est tout à fait courant. Le NBLS est utilisé dans le suivi de follow-up des prématurés. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment en termes qu'est-ce que ça signifie, ce NBS? Donc, ça va vraiment identifier en fait différents systèmes, explorer les différents systèmes du bébé et comment le bébé va essayer de réguler ces systèmes-là. Et donc, par exemple, pour que le bébé rentre en interaction, il a d'abord besoin effectivement de déployer toute son énergie d'abord pour contrôler son système nerveux autonome. Hein, c'est comment contrôler sa respiration, au niveau digestif aussi, sa couleur de peau, sa température. Voilà, tout ça doit être d'abord régulé. Ensuite, c'est comment il peut s'organiser au niveau moteur, ne pas être agité. Et coordonner effectivement ses mouvements et puis après être dans un état qu'on appelle d'éveil alerte, c'est-à-dire les yeux ouverts, disposés à entrer en interaction. Et donc tout ça demande ce qu'on appelle l'agenda du bébé. Donc la plus grande partie de son énergie, c'est de déployer au niveau de contrôler son système nerveux autonome et au fur et à mesure, il lui reste effectivement toute une petite partie de l'énergie pour entrer en interaction. Et c'est ce que le Brazelton va tenter effectivement au travers des stimulations, va proposer cela. Donc la passation, comment ça se passe? Eh bien, c'est d'évaluer en fait la réponse du bébé aux différentes stimulations. Il y a 3 parties de l'examen. Il y a une partie quand le bébé dort. Il y a une partie qui ressemble à un examen pédiatrique où on teste un petit peu les réflexes et le tonus du bébé. Et puis la 3e partie qui est vraiment les épreuves d'interaction où on sollicite vraiment le bébé et dans sa capacité d'éveil. Et le bébé et l'examinateur va essayer de s'adapter effectivement au comportement du bébé, voir un petit peu s'il y a des signes de stress, de fatigue par rapport au moment de l'examen. Et donc on essaie de voir un environnement calme, une lumière tamisée entre 2 repas.
avec un local qui est suffisamment bien chauffé. Donc la première partie du test se passe, voilà, on fait la passation du test. Le deuxième temps, c'est vraiment de réaliser un feedback avec les parents, de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont pu observer, qu'est-ce qu'ils ont ressenti au moment de cette passation, quels échanges aussi sont faits avec l'examinateur. Et puis, il y a un troisième temps vraiment de cotation. Donc, c'est vraiment un examen assez complet. Mais ici, vraiment, ce qui nous est particulièrement intéressé, c'est vraiment comment on peut utiliser cela dans notre pratique clinique. Ouais, je vais laisser ma collègue poursuivre. Donc, au niveau plutôt, donc, je vais poursuivre sur les apports, ce qu'on peut attendre de l'échelle au niveau clinique. Donc, au niveau du bébé, ben voilà, comme ma collègue l'a déjà évoqué, c'est de mettre l'accent sur les forces et les compétences du bébé et pas seulement voir le bébé comme un être vulnérable ou vulnérabilisé par les situations de prématurité, de maladie ou autres qui entourent le contexte de la naissance. C'est de porter un intérêt sur la réponse du bébé donc, en tant que partenaire de la relation. C'est d'être attentif également au seuil et à l'organisation, donc selon le stimulus qui est propre à chaque bébé, et de repérer les signes de stress et de sensibilité. Donc, comme elle l'a évoqué plus tôt, hein, effectivement, c'est que le schéma, il y a une progressivité dans l'intensité de la stimulation, en tout cas de l'intensité d'énergie qui est demandée à l'enfant de déployer. Et donc, on va observer des signes de stress qui peuvent être des régurgitations, qui peuvent être un changement de température, de couleur, de marbrure de la peau, qui peut être également voilà, au niveau du système digestif, des gaz, l'émission de gaz. Donc, dans un contexte donné, on va y être attentif au niveau de leur fréquence, de leur intensité et de la capacité de l'enfant à pouvoir petit à petit, avec ou sans aide, à se réorganiser et être à nouveau réceptif à la passation. Au niveau des parents, mais donc voilà, on va aussi porter notre intérêt sur les réponses des parents, leur étonnement, ce qu'ils peuvent dire, effectivement aussi des observations qui ont lieu en leur présence. Quels liens ils peuvent faire avec ce qu'ils ont déjà peut-être observé à la maison, puisque cette passation, elle peut se faire voilà, entre la naissance et 1 mois et demi à peu près. Donc parfois, il y a eu retour à la maison, donc 1 mois et demi en âge corrigé. Hein. La collaboration qui est étroite entre l'examinateur et le parent, donc pour une meilleure compréhension du bébé. Donc l'idée, c'est aussi d'amorcer une confiance, un climat de confiance dans le but d'avoir une alliance thérapeutique avec les parents et d'ouvrir sur une prise en charge ultérieure en fonction des nécessités, soit pour l'enfant, soit pour les parents, soit pour les deux, la relation. Et donc, effectivement, de pouvoir aboutir pour certaines situations vers une consultation psychologique ou une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, au niveau, donc, pour les parents, effectivement, c'est de permettre une meilleure connaissance du bébé et de ses réactions, donc d'apprendre à décoder, de rencontrer son enfant dans d'autres conditions que celles entourant la naissance ou les premières semaines, de diminuer le risque de projection donc, sur le bébé ou de pouvoir les reprendre aussi, puisqu'il y a, voilà, il y a la passation en elle-même, mais l'entretien qui est ouvert à l'issue, qui fait suite à l'issue de la passation. De pouvoir diminuer les angoisses et effectivement aussi de les reprendre, de travailler sur ces angoisses, quelles sont-elles, quelle est leur quantité, l'impact au niveau du quotidien. Une reprise de confiance dans les compétences du bébé et dans les compétences parentales, donc ça rassérène, c'est de pouvoir redonner confiance à ce niveau-là et de revaloriser narcissiquement les parents dans leur rôle parental. Donc les indications de l'échelle, elles sont multiples en fait. Hein. Donc il y a l'anxiété maternelle, les difficultés dans la rencontre, de l'alimentation, irritabilité, pleurs. Nous, on a voulu effectivement axer ici sur la prématurité comme voilà, traumatisme faisant suite à une naissance survenue trop tôt, à un parcours qui peut être compliqué, les naissances multiples et l'application aussi parfois pour les situations de prévention et de prise en charge de la maltraitance infantile. Alors, on a souhaité vous présenter une vignette clinique donc de jumeaux qui sont nés prématurément à 30 semaines et 2 jours. Il s'agissait d'une grossesse donc, qui était attendue, une grossesse gémellaire bicoriale et biamniotique, donc qui avait donc 10 zygotes, donc il y avait 2 cordons et 2 poches. La maman avait présenté des complications pendant la grossesse, donc un diabète gestationnel sous insuline. Et on avait objectivé un retard de croissance intra-utérin pour l'un des 2 jumeaux, donc le garçon ici en l'occurrence, puisque donc c'était garçon et fille. La césarienne a été induite suite à une décélération du rythme cardiaque du petit garçon.
Il y avait un contexte de suspicion d'infection fœto-maternelle aussi, à l'origine notamment ayant conduit à la décision aussi d'induire la césarienne. Pour le garçon, donc, il y en a un poids de naissance de 1 kg 0,30 grammes. Un Apgar qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas très bon, voilà, un mauvais démarrage, donc 2,6-10. Il a dû être ventilé parce qu'il ne respirait pas spontanément. Une intubation dans les 24 premières heures, puis une prise en charge sous CPAP jusqu'à sa 38e semaine, donc AGI jusqu'à la fin de l'hospitalisation. Et c'est un enfant qui est rentré avec un monitoring pour des apnées assez importantes, avec un poids de sortie, donc qui avait bien récupéré à 3 kg 290. La petite fille a un poids donc plus important, hein, donc c'est le petit garçon qui est impacté par le retard de croissance intra-utérin, plus majoritairement. Elle a un poids de naissance à 1 kg 430, un Apgar qui est un peu mieux, donc 4, 8, 9. Et elle a présenté un parcours assez exemplaire avec tout de suite une évolution très rapide et une bonne adaptation à la vie extra-utérine, avec un poids de sortie à un peu plus de 4 kg. Donc, comme ma collègue l'a expliqué précédemment, effectivement, il y a un suivi follow-up de ces enfants jusqu'à la 5e année. Donc, avec 3 rendez-vous avec le pédiatre et la psychologue qui suit en follow-up au niveau du développement, donc des bilans de développement et des kinés. Donc ça, c'est la première année. Puis, jusqu'à 5 ans, c'est un rendez-vous par an. Au niveau de l'anamnèse, on peut dire que les parents donc, sont originaires du Cameroun. La maman est encore étudiante au moment de la naissance des enfants. Elle termine sa dernière année. Il y a un isolement social parce qu'il n'y a pas de famille ici en Belgique, plus l'isolement aussi lié à la situation du Covid et une prise en charge qui a été impactée, qui était différente. On a très tôt objectivé une dépression maternelle avec des symptômes qui sont assez variés, avec une atteinte du sommeil, une atteinte de l'appétit, de la capacité aussi de la maman à se déplacer, à investir. C'est une maman qui sera très peu présente dans les premiers moments. On saura dans l'après-coup, au fil des entretiens, elle pourra nommer était apeurée par le fait de devoir donner des soins, et c'est vrai qu'on est dans une unité où on n'oblige pas les soins, mais où on incite à ce que les parents puissent très tôt participer aux différents soins de change, soins de nourrissage, même si c'est par sonde, de pouvoir aider, de pouvoir passer les mains le plus tôt possible. Donc voilà, ça c'est nommé dans l'après-coup. On a aussi proposé une chambre mère-enfant pour pouvoir aider dans un second temps cette maman. On a aussi misé sur le papa, la présence du papa, bien que c'était difficile en temps de Covid, mais facteur positif, c'est que si on a des jumeaux, l'accès était autorisé aux 2 parents en même temps, ce qui n'était pas le cas pour les autres parents quand il y a un seul enfant, c'était l'un après l'autre. Au niveau des ressources, il y avait quand même une capacité de la maman à solliciter de l'aide, à exprimer ses difficultés, une certaine réceptivité à nos différentes propositions thérapeutiques. On a fait entrer en jeu. Donc, je fais des entretiens systématiques pour tous les parents qui ont leur enfant hospitalisé au néonat, mais on a aussi le renfort du pédopsychiatre. C'est pas systématique, mais pour les situations où on sent que voilà, ça apporterait une plus-value et qu'il y a nécessité d'un suivi pédopsychiatrique. Il y a une bonne entente dans le couple et ils se soutiennent mutuellement. Donc ça, c'était un facteur pronostic plutôt favorable aussi à l'évolution. Au niveau de la passation ici du Brazelton, hein, donc il y a eu 2 passations par 2 collègues différentes. La pédopsychiatre dans un premier temps, qui a vu que pour la petite fille, il y avait une bonne évolution. Donc c'était un bébé qui pouvait se montrer compétent en interaction. Par contre, pour le garçon, plus d'inquiétude, car peu disponible aux interactions et plus fatigable. Au niveau du réseau, ce qui est important, c'est qu'il y a eu une préoccupation à la fois de l'équipe anténatale et postnatale autour de cette maman, qui, je pense, a été un facteur aussi qui permettait d'améliorer la prise en charge pour cette maman. Alors ici justement, on voulait vous présenter, je dois sortir du partage pour vous montrer une petite vidéo. Peut-être dire juste en... Parce que justement, lors de
séance Brazelton qui avait lieu à l'hôpital. Donc, la première pédopsychiatre s'était rendu compte quand même des difficultés et souhaitait faire une nouvelle consultation. Et dans le cadre de notre prise en charge, on peut proposer des visites à domicile et faire le Brazelton à domicile, ce qui est aussi plus favorable avec des mamans justement. Et des prémas, une maman qui n'osait pas sortir, qui a au cours du séjour qui s'est beaucoup dévalorisée, qui s'est beaucoup culpabilisée d'une part de l'accouchement prématuré, mais également du fait d'avoir le sentiment d'échouer dans la protection de ses enfants, de craindre de faire des différences parce que voilà, les enfants n'évoluant pas de la même manière, la petite fille était sortante avant son frère et donc séparation possible à ce moment-là et donc qui dit présence partagée puisqu'une présence à domicile et une présence en même temps auprès du petit garçon. Ouais. Donc il y avait beaucoup d'axes de travail différents pour pouvoir permettre que cette maman puisse reprendre confiance en ses capacités parce que c'est une maman qui se montrait douce et adéquate. Nous, on était inquiets au niveau de sa dépressivité, mais pas au niveau de ses compétences maternelles. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à... Est-ce que vous voyez la vidéo? J'ai lancé, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas sur l'écran. Si, on la voit. Merci. Oui. Donc, c'est quelques séances du Brazelton. Voilà, ça, c'est le petit garçon qu'on a filmé. Donc, ça, c'est plus la séance au niveau de la motricité, le tiré assis. Période de Covid, de vie, on est complètement déguisé. Montrer qu'il est fier de ce qu'il a fait. Ouais. Donc là, c'est une régulation. Partie interaction. C'est super ça. Avec la forme, c'est la jumelle qui crie. Bravo, tu viens me voir de l'autre côté? Oui. C'est en bas. On recommence? Parce que c'est pas facile, hein. Il faut lui donner un. Oh oui, bravo. Je vais trouver mes cheveux peut-être. Bravo. Je te demande de lutter, là, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Ah non. Oui. Est-ce qu'on recommence? Ouais. On recommence. Tu mets Jacket. Liam. 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 Oui. Maintenant, maman peut l'appeler puisque vous êtes là, et que madame se cache. Liam. 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 Je suis là. Oui. T'as bien réussi, bravo. Je vais arrêter ici parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Voilà, je reviens. Est-ce que... Ici. Donc, effectivement, ici, on avait revu quand même ce bébé qui était beaucoup plus interactif. Alors, c'est vrai qu'il y a des périodes de fatigabilité qui régurgitent, mais avec voilà, un enfant qui est en interaction aussi avec sa maman, dès qu'il l'appelle, il se retourne au visage de sa maman. L'appétence pour le visage. Oui, vraiment. Oui, tout à fait. Et attendez, hop, j'ai été un peu trop vite. Et donc, voilà, ce Brazelton a permis aussi à maman de pouvoir observer son bébé autrement et d'être rassurée par rapport à ses compétences aussi et à ses compétences à elle, parce qu'elle interagissait, même s'il y avait les deux, voilà, la jumelle, elle interagissait autant avec sa petite qu'avec elle était disponible pour les deux. Disponible pour les deux. Il y a eu tout un long échange aussi. Hein. Ouais.
Donc, le papa ne pouvait pas être présent parce qu'il travaillait, mais voilà, c'était compliqué pour lui. Et donc, on a fait un petit DVD pour eux. Donc, on a dû flouter par contre la maman parce que là, je n'avais pas l'autorisation par rapport à la maman. Donc, on ne voit pas son visage, mais elle sourit vraiment au moment de cet échange avec son petit. Et donc, effectivement, par rapport au Brazelton, ce qu'on a vraiment pu identifier… donc, de notre pratique, c'est que voilà, aller à la rencontre des familles dans leur intimité, c'est pour nous, jusqu'à présent, c'est quand même une richesse importante. On rentre dans l'intimité du cadre familial, donc peut se poser, ça ne s'est pas présenté dans notre cas, mais il faut avoir en tête que ça peut être vécu comme une intrusion et que je pense ici, dans le cas de la situation dont on vous a présenté et la plupart de nos situations, c'est qu'il y a tout un lien thérapeutique qui est déjà construit par les mois d'hospitalisation ou les semaines d'hospitalisation où ils m'ont déjà vu en tant qu'intervenant, ils t'ont parfois toi déjà vu. En tout cas, il y a déjà quand même normalement un climat de confiance qui est installé avec les intervenants. Donc, je pense que c'est un élément qui facilite de pouvoir rentrer au domicile. Voilà, ça peut donner un reflet d'hospitalité, des échanges d'une teneur plutôt différente. C'est plutôt quand même assez familial, c'est quand même moins formel. On co-crée quand même quelque chose dans ce temps de partage. Les interactions sont effectivement plus intenses. Je pense que j'ai l'impression qu'on le voit quand même à travers les vidéos et l'enthousiasme aussi des parents qu'on peut… Parfois, on a l'impression de vraiment avoir une petite réanimation. Alors, l'effet sur le long terme peut être discuté, hein, c'est pas suffisant, mais de certains parents, comme une petite réanimation, une petite bouffée de positivité échangée autour de cet outil et de ce qu'ils observent de leur enfant. On doit adapter effectivement nécessairement notre cadre de travail habituel, le transporter, mais pas le transporter à l'identique au domicile. Et donc, il faut vraiment un cadre psychique qui soit particulier avec une disponibilité importante. Pour cela, en général, on le met, soit on commence la journée par une visite à domicile, soit on termine, mais on ne va pas mettre à cheval en étant pris par le temps et on a envie de ne pas regarder la montre, de prendre le temps nécessaire pour laisser aussi la place à l'échange et à cette discussion qui émerge suite à l'aspect plus technique de la passation. Conclusion, effectivement, comme on l'a déjà dit, ça permet vraiment l'ouverture d'un espace thérapeutique, même s'il est parfois transitoire. Et c'est vraiment intéressant, justement, pour les parents qui sont réticents, refusent les entretiens avec un psy. Vraiment l'intérêt de rencontrer les familles au sein de leur environnement de vie pour une meilleure alliance. Les parents deviennent aussi plus acteurs et partenaires aussi de l'observation avec nous pour une meilleure compréhension du tempérament du bébé et repérer aussi des signes de stress qui peuvent aider aussi les parents à quel moment il peut être fatigué. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes aussi pour les parents à repérer. Et ça a vraiment un impact aussi sur la prévention des risques de négligence et maltraitance, notamment au sein des familles vulnérables que nous pouvons rencontrer. Voilà, merci pour votre écoute pour la dernière intervention. Bien, mais merci beaucoup de votre intervention. Donc, j'avais une question concernant effectivement le cadre de ces visites à domicile, enfin plusieurs questions, et je vais aussi essayer de transmettre les questions du chat. Oui, la première question, vous nous entendez? Oui, je n'ai juste pas ma caméra, mais bon, c'est pas grave. La première question… Ah voilà, c'est parce que voilà, c'est bon. J'ai coupé le partage, c'est bon. Ouais. Ce serait concernant les visites à domicile, vous y alliez à deux ou c'est une des intervenantes qui s'y rend? À deux. Deux personnes. Donc, une pour observer le bébé et une pour observer un petit peu la maman. Et puis, d'accord. Oui. Ça permet parce qu'effectivement, quand on est seul, observer le bébé, être attentif à ce qui se passe pour la maman ou le parent qui est là. En plus, c'est pas notre cadre de travail habituel, donc c'est important quand même d'être à deux pour effectivement aussi installer quand on arrive. C'est aussi d'installer à quel endroit on va aller, à quel endroit on va faire l'examen. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont importantes à réfléchir ensemble. Parfois, il y a le papa en plus, parfois il y a toute la famille. Dernièrement, on avait eu la fratrie qui était intéressée, qui était tout autour du bébé, donc il faut pouvoir gérer aussi, parfois toute la famille. D'accord.
Et de combien de temps vous disposez pour pouvoir faire ces VAD? C'est-à-dire, vous travaillez, j'ai compris, à l'intérieur, en intra-hospitalier, en néonatologie, une ou l'autre, vous accrochez la famille à un suivi, on va dire, depuis la néonatologie, j'ai l'impression. Oui. Et ensuite, et même de l'anténatal pour certaines, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, on a compris. Oui, Oui. hein. Et ensuite, du coup, combien de temps votre équipe dispose pour aller justement se rendre au domicile des patients et de ces petits bébés? Combien de temps vous avez pour faire ça? Parce que... Alors, normalement, donc, les consultations Brazelton ici sont codifiées. Donc, normalement, on a 1h30 de séance de consultation qui comprend la cotation. Donc, ces interventions sont facturées. Et donc, moi, j'ai appliqué cette facturation à domicile, mais ça prend plus qu'1h30 puisqu'il y a le temps de déplacement, etc. Donc, ça prend, on se donne 2 heures. Donc, on sait qu'on bloque cette journée, mais on l'inscrit en fait dans notre agenda comme quoi c'est un Brazelton, mais que c'est réalisé à domicile. Donc, les parents, la facture après part comme à la sécurité. Directement à la mutuelle, à la sécurité sociale. Donc, ça permet quand même une visibilité du coût du travail, une reconnaissance du travail qu'on fait. Et alors, oui, c'est ça. Donc, soit on le fait en matinée, c'est-à-dire à première heure de 9 à 11, ou alors c'est après, en fin d'après-midi, quoi. Très bien. Donc, ça représente sur quel pourcentage de votre temps de travail de pouvoir déployer les VAD en plus du travail de liaison? Ça varie vraiment. On n'a pas ça toutes les semaines. Hein. Oui. Les semaines, on peut en avoir plusieurs. Ça dépend. Mais je dirais quoi, 2 à 3 fois par mois, plus ou moins. Bien. Alors, je regarde s'il y a des questions sur le chat un peu spécifiques. Il y a des remerciements, beaucoup. Il y a aussi qu'il est 18h14 et que je pense que l'auditoire a tenu le choc depuis 13h. Donc, je vais vous remercier beaucoup pour cette intervention, pour le film également, parce que c'est pas facile d'aller filmer et amener des films de ce qui se passe au Oui, ça réduit beaucoup. Mais... On a réduit. Donc, on essaie effectivement pour certains parents et ça fonctionne bien parce qu'on leur dit, voilà, c'est un petit souvenir pour vous et en général, et après, ils accordent qu'on puisse utiliser ces moments-là. Alors, merci surtout les parents qui sont... Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup et on va se quitter, je pense, parce que je crois que la journée a été très dense et on se retrouve tous demain pour la suite, parce qu'il y a de quoi faire, je crois. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.